Il n'y a aucune concertation avec la présentation qui vient de se produire. Je vous remercie beaucoup de cette invitation et de me donner l'occasion de vous faire entrer dans le monde mystérieux du cerveau de l'adolescent. Car derrière cette façade impavide se cachent de lourds nuages et c'est Tchekhov qui a raison. La situation est connue, je vous laisse lire les chiffres. Les tentatives de suicide, regardez le pic de 15-16 ans, sont inabordables ou inabordées en médecine générale. Mais la rencontre avec les adolescents en consultation est déconcertante pour de multiples raisons, et l'une d'elles est la méconnaissance de son fonctionnement interne. Je vous invite au voyage dans son cerveau. C'est une période de grande transformation cérébrale où il se produit un recablage par élagage de 15% des neurones et une myélinisation accélérant l'influx. Le cerveau se spécialise par une maturation lente. Regardons de plus près sur quelle mécanique cela survient, le cerveau triunique. Alors on distingue trois instances d'intégration du contrôle qui s'empilent progressivement, le cerveau reptilien primitif, le mammifère émotionnel, le sapiens cognitif. Alors voyons cela dans le temps. Le cerveau reptilien est mature dès la naissance. Voilà notre petit dragon en pleine forme, il ne fait que ça et c'est déjà pas mal. Il gère les sensations et son moteur est le besoin. Le cerveau mammifère, le petit cheval, au contact maternel, s'éveille. Quant au cognitif, le cavalier, il dort, quiescent. Dans l'enfance, le dragon reptilien est progressivement dominé par le cerveau reptilien, par le cerveau mammifère pétri d'une influence parentale et environnementale non choisie. Il est mature vers 7 ans. Il découvre les émotions, il associe par analogie. Son moteur est le désir. Le cognitif s'éveille, mais reste largement en retrait. À l'adolescence, le cerveau sapiens cognitif émerge fortement alors et tente de maîtriser son cerveau mammifère et son reptilien. Il réfléchit, il fait des choix, au début très binaire, c'est génial, c'est nul. Son moteur, c'est le projet. Mais ça se fait par à-coups, par avancée et recul, dans des orages, dans un bain biologique instable et surtout dans une influence puissante d'un environnement plus ou moins choisi. Le jeune cavalier cognitif commence à impulser un cheval pour se détacher du dressage initial parental. Mais il reste largement lié à l'ambiance de la manade ou de la horde, de ses pairs et de l'école. Alors, avec des variations selon le sexe, la progression de maturité du cognitif entraîne des décalages de gestion entre les sensations, les émotions et la réflexion, entre le besoin, le désir et le projet. Les réactions du cheval contiennent les pulsions reptiliennes, mais seulement jusqu'à des seuils critiques qui sont souvent dépassés et qui débordent. C'est pour ça la première lecture des adolescents est rapide et plus souvent émotionnelle. Ils sont plus sensibles aux récompenses que les adultes, mais ont plus de mal à leur attribuer un sens. Si vous voulez des détails, je vous invite à regarder en vidéo le slam de Grand Corps Malade, dont le titre est évocateur, « Ma tête, mon cœur et mes couilles ». Puis progressivement, le contrôle s'équilibre pour trouver un apaisement maîtrisé, plutôt adulte. Certains n'y arrivent pas. C'est un long chemin de gestion où s'articulent sans cesse le besoin, le désir, le projet. Alors, nous mesurons ici les deux représentations d'équipage, celui de l'adolescent et de l'adulte, et qui montrent le décalage que nous avons, nous, médecins adultes, face à celle des tensions des adolescents. Alors, ce cerveau est sous influence multiple, génétique, développementale, environnementale. Vous le savez, l'influence parentale est primordiale. Et les méchantes fées sont l'incohérence éducative et les perturbations de l'attachement précoce. Je vous invite à lire Bowlby, c'est très intéressant. Mais cela peut se limiter dans le silence à une pauvreté de liens et du sens. Cherchons d'abord la place du père.
Observons, regardons les ambiances. Écoutons ce qu'ils disent de l'ambiance au repas. Observons les échanges entre parents et enfants en consultation, lors des vaccinations par exemple. Puis cherchons les carences du champ culturel et imaginaire et la puissance des projections parentales. Et cette façon de gérer l'équation d'adolescent, comment m'éloigner de l'ombre portée de mes parents que je veux en secret imiter? Y a-t-il du plaisir à revenir à la maison? L'adolescent est symptôme d'un fonctionnement tumultueux de système dont il cherche à se dégager. Son détachement est ambivalent, il investit massivement, vous le savez, l'amitié ou l'amour, mais au risque de la rupture, surtout quand il n'y a plus de filet familial. S'instaure aussi l'influence du système scolaire qui fait bouée, orientation ou rejet, mais qui reste quand même très lié aux représentations parentales et en ce que disent les parents. Quant à l'envahissement des réseaux sociaux, eh bien, soyons attentifs surtout au temps passé et non pas à ce qui est vu par le sujet. 2 heures est une limite raisonnable. Entre 2 heures et 5 heures, c'est inquiétude. Au-dessus de 5 heures, les comportements déviants sont assurés. Et ces comportements ont des expressions comportementales classiques, celles qui sont internalisées, très discrètes, vous les connaissez, et celles qui sont externalisées, plutôt bruyantes et qui font venir dans les cabinets de consultation. Et je vous invite à une attention particulière aux codes barres des scarifications qui veulent dire beaucoup plus. Vous les examinerez avec le BIT, je vous renvoie aux travaux cités dans l'exercice et autres, et vous vérifiez si c'est pire, si le symptôme est cumulé, précoce, intense, répété, excluant. Prenons simplement l'exemple des consommations. L'exemple du rôle des consommations indique une forme de résolution du désir contrarié ou des stress par des apports externes, stimulants, efficaces, alcool et drogue. Les produits assouplissent, puis suppriment les transmissions des rènes et des éperons. Les rènes, c'est le GABA, les éperons, c'est les glutamates. Cheval et dragon jouissent, puis prennent le mort, et le cavalier, heureux, perd la main, puis les étriers. Il ne sait pas où il va, mais il en est content. À l'inverse, l'absence de produits, alcool ou cannabis par exemple, fait que l'équipage fait du surplace involutif avec stress et colère et désintérêt pour l'extérieur. À terme, le manque s'installe, puis l'obsession qui glace et fige le fonctionnement interne et retarde le développement. Si l'alcoolisation et la boulimie est un équipage emporté par les besoins primaires du dragon, on peut se figurer l'anorexique comme un cavalier cuirassé, maîtrisant ses montures, rétréci, impuissante à toucher le sol, voire le vital, et qui s'effondre sans désir propre, puissant besoin et hors sol. Je terminerai par la description des mouvements internes dans une synthèse en 2 images. En regard diachronique, cette évolution adolescente est une métamorphose d'un invertébré à carapace externe qui perd son exosquelette. Les rigidités externes protectrices mais pesantes de l'enfance font place au squelette d'un noyau vertébral interne de plus en plus solide et mature, mais avec une chair exposée, hypersensible. L'ensemble croît en solidité, se vertébralise en gardant sa souplesse et permet la verticalisation psychique. Mais l'effort est intense, la carapace du crustacé de consistance très variable et se retire ou est jetée parfois trop précocement. La chair sensible est alors exposée à une période de grande vulnérabilité où se projettent nombre de prédateurs économiques, publicitaires, avant que les vertèbres de la réflexion, de l'expérience et de l'autonomie structurent sa personnalité. Alors, en l'absence de carapace limitante, la chair du crustacé s'enfle en tous sens. Pour tester les limites, elle est sensible, vulnérable et méconnaissable aux parents et aux médecins. Les comportements, qu'ils soient originaux ou à risque, sont de nombreux déguisements à usage externe pour paraître quand l'intérieur ne tient plus. En regard synchronique, l'ado gère comme il peut le quotidien, au volant de son véhicule, plus ou moins cabossé au cours de l'enfance. L'adolescent appréhende le présent et le futur à travers le pare-brise pour faire des choix.
Les rétroviseurs envoient des images du passé et la pression de son entourage. Les écrans de contrôle rappellent les normes imposées. Mais de nombreuses interférences perturbent sa conduite. Sa vigilance est envahie par les bruits du moteur, du fonctionnement interne. La tyrannie de l'affichage des écrans, code de la mode ou des pairs monopolise son attention. La multiplication des rétroviseurs rétrécit le champ de vision. Les injonctions parentales, les crises conjugales sont des appels de phare qui flashent et aveuglent dans les rétroviseurs. Ainsi, l'anxiété, c'est le rétrécissement du pare-brise et le repli par rapport au futur. La dépression, c'est l'envahissement des rétroviseurs du passé et du jugement. Alors, dans sa conduite indécise, l'adolescent est partagé entre le repli rassurant dans un blindé à pare-brise étroit comme des meurtrières et l'exposition ouverte et risquée à une décapotable en pare-brise panoramique ouverte à tous les vents et tous les agresseurs. Dans cette turbulence, il oscille entre une réassurance accrochée aux multiples écrans ou rétroviseurs ou leur suppression impulsive et classique pour s'en libérer violemment. Alors, devant quel médecin ils vont se projeter? Qu'est-ce qu'ils attendront pour apprendre tout cela et permettre l'échange? Que veulent-ils? Quelles sont les conditions de la confiance? Nous l'avons mesuré, c'est la confidentialité, le non-jugement et les bonnes questions. Mais toi, médecin, qu'est-ce que tu vas être? Un technicien réparateur? Un ingénieur planificateur? Ou un collaborateur accompagnateur? Tu le sauras en lisant les prochaines aventures des délires de Binder dans le numéro suivant d'Exercer. Et puis je vous laisse méditer cette puissante prose de Victor Hugo qui nous ramène à une attitude collaborative et toujours ajustée, mais plutôt avec notre cœur pour servir notre tête. Je vous remercie. Alors je vais vous poser une question. Savez-vous pourquoi j'ai mis les lettres A, B, C? J'ai appris il n'y a pas longtemps d'où vient l'origine des 3 premières lettres de l'alphabet dans cet ordre. Dans l'alphabet phénicien cananéen, la lettre A, à l'envers, signifie le violent taureau non contrôlé. La lettre B, inclinée à 90 degrés, c'est la maison de la domestication du violent. Et la lettre C, c'est le chameau, qui celui-là est maîtrisé complètement. La lettre D, c'est la porte dans laquelle on s'engage en ayant maîtrisé la violence grâce à la domestication de l'enseignement parental et groupal.